public, hein, puisqu'on se trouve ici dans ce qu'on appelle ici le bois de la sorcière, mais on l'appelle aussi le jardin magie et légende. Donc, je vous souhaite une agréable soirée. Et n'hésitez pas, après le film, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, venir me voir, je serai à votre disposition. À la fin de tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai donné. Bon, en tout cas, bonne soirée. Merci. C'est lui qui a dirigé l'esprit. Les mots sont des étoiles dans la nuit. Des petites lumières qui éclairent nos forêts intérieures, qui éclairent nos doutes, nos peurs, nos désirs, nos envies. Les mots sont des étoiles dans la nuit. Et quand on les met bout à bout, ça fait des histoires. Des histoires qui sont autant de chemins dans le chaos du monde. Et pourtant, il y avait un temps où il n'y avait pas d'étoiles dans le ciel, où les nuits étaient bien noires, un temps où il n'y avait pas d'histoire. En ce temps-là, le monde était sauvage. Il n'y avait pas de ville, pas de route, il n'y avait même pas de village. Il n'y avait rien qu'une forêt immense. Une forêt qui recouvrait tout. Elle recouvrait les montagnes et les vallées. Et quelque part, au milieu de la forêt, il y avait une petite clairière. Là, une maison avec un couple qui vivait là, un homme et une femme. Et tous les jours, l'homme partait dans la forêt. Il prenait sa hache le bon matin et puis il s'enfonçait au plus profond des arbres. Là où c'était le plus sombre, là où c'était le plus emmêlé. Et pendant toute la journée, il se battait contre la forêt. Il donnait des coups de hache d'un côté et de l'autre. Il essayait de tracer des chemins. Il se battait contre les branches, contre les buissons, contre les ronces, contre tout ce qui envahissait. Mais il avait beau se battre, tous les jours la forêt revenait. Les chemins qu'il avait tracés étaient de nouveau envahis par les branches, par les buissons, par les ronces. Et il fallait toujours tout recommencer. Et ça le mettait en colère. Il se mettait dans une rage terrible, une rage noire. Il se mettait tellement en rage qu'il se transformait en bête sauvage. Et quand il sortait de l'ombre des grands arbres le soir venu, il était ours. Sa barbe crépitait, ses yeux lançaient des éclairs, il poussait des grognements. Il donnait des coups dans l'air d'un côté et de l'autre. Et quand il arrivait à la clairière, il ne voyait rien. Il marchait sur les fleurs, il piétinait les parterres. Il donnait un grand coup dans la porte pour l'ouvrir. Et tous les soirs, il posait sa hache. Et il prenait le bâton qui se trouvait à côté. Et tous les soirs, il levait le bâton au-dessus de lui. Et il frappait sa femme. Tous les soirs. Il aurait certainement voulu lui parler. Il
Il aurait voulu lui dire des choses gentilles, mais il n'y arrivait pas, il était en colère. Dans sa tête, il était encore dans la forêt, il était encore en train de se battre contre les branches, contre les buissons. Quand enfin sa main retombait, il était déboussolé. Il tombait là sur une chaise, les bras ballants. Et c'était comme ça tous les soirs. Et ce matin-là, la femme était dans le jardin. Elle était en train d'essayer de replanter les fleurs que son mari avait piétinées. Lui, il était parti dans la forêt. Et ce matin-là, elle a eu une drôle de sensation. Elle a eu chaud, elle a eu froid en même temps. Elle s'est mise à trembler, elle s'est redressée, elle se demandait ce qui lui arrivait. Elle a posé les deux mains sur son ventre. Et elle a su. Elle attendait un enfant. Et là, elle a été envahie par une vague qui l'a submergée, une vague qui s'est fracassée sur le rocher de ses dents et qui a éclaté en rire, un rire de joie, un rire énorme qui s'est transformé en chant. Et les oiseaux de la forêt ont été tout étonnés. Et puis ils se sont mis à chanter avec elle. Elle était tellement heureuse qu'elle a chanté, dansé toute la journée. Elle n'a pas vu le temps passer. Et quand enfin elle a regardé autour d'elle, le soir était déjà là. Elle a entendu les pas de son mari, de son ours de mari, qui se rapprochait. Elle entendait ses grognements. Son mari qui allait sortir de la forêt plein de rage et de sauvagerie. Et elle a eu peur. Qu'allait-il se passer s'il la frappait dans le ventre? S'il tuait la fille qu'elle portait? Il ne faut pas qu'il me batte. Il ne faut pas qu'il me batte. Elle est partie en courant dans la maison. Et lui, il est sorti de l'ombre des grands arbres. Sa barbe crépitait, ses yeux lançaient des éclairs, il poussait des grognements. Il faisait des grands gestes dans l'air. Il a traversé la clairière sans rien voir. Il a poussé la porte de la maison. Il a posé sa hache. Il a pris le bâton. Elle tremblait. Il n'y avait aucun endroit où se cacher. Il fallait pourtant qu'elle retienne le bâton. Lui, il a marché vers elle, le bras levé. Juste au moment où il allait la frapper, juste à ce moment-là, il a dit « Attends, il faut que je te raconte une histoire. » Et lui, il l'a regardé. Il a essayé de parler avec sa gueule d'ours, c'était difficile, il a dit une histoire, qu'est-ce que c'est que ça? En ce temps-là, les histoires n'existaient pas. Personne n'avait jamais rien raconté, ça n'existait pas. Elle a dit, il était une fois. Elle s'est mise à raconter. Pour la première fois, elle a raconté, et les mots sortaient d'eux-mêmes, et sa parole coulait comme une source. Et lui, il est resté là, à l'écouter. Le bras levé au-dessus de sa tête, il buvait les paroles de sa femme. Et elle a raconté toute la nuit, sans s'arrêter, et lui, il est resté là, à l'écouter. Quand le jour s'est levé, il s'est secoué, il a posé le bâton, il a pris la hache, et il est retourné dans la forêt. Pour la première fois depuis qu'ils étaient ensemble, il ne l'avait pas frappé. Il avait sauvé la vie qui était en elle. Alors de nouveau, la vague est montée, elle a éclaté de rire, elle s'est mise à chanter, danser. Les oiseaux chantaient avec elle. Et la journée a passé encore plus vite que la veille. Quand le soir est arrivé, quand l'ours est sorti de la forêt, quand il a poussé la porte, quand il a pris le bâton, elle l'attendait. Elle lui a dit « Attends, l'histoire que je t'ai racontée hier, elle n'était pas finie. Faut que je te raconte la suite. » Et elle a continué, encore. Et lui, toute la nuit, il est resté là, à l'écouter raconter. La main levée au-dessus de lui, retenue par un fil invisible. Et quand le jour s'est levé, il est reparti. Et elle a raconté comme ça tous les soirs.
Et nuit après nuit, soir après soir, petit à petit, la colère de l'homme s'est calmée. Quand il sortait de la forêt, il regardait autour de lui, il évitait de marcher sur les flingues. Petit à petit, il a poussé la porte de plus en plus doucement. Il entrait dans la maison, il se mettait sur une chaise et il attendait les histoires. Il a raconté toutes les nuits pendant 9 mois. Et quand leur enfant est venu au monde, l'homme s'est senti tout drôle. Quand il a vu son fils dans les bras de sa femme, il a senti sa colère, sa vieille colère, qui tombait de lui comme une peau morte, comme une peau d'ours. Sans sa peau de colère, il se sentait bien mieux. Il s'est rendu compte qu'il pleurait. Le temps a passé. L'enfant a grandi. Il est devenu un jeune homme, puis un homme. Et il a eu l'âge de quitter ses parents pour emprunter les chemins de la vie. Il a quitté la maison en emportant les histoires que sa mère avait inventées pour le sauver. Les contes des 9 mois. Ce jeune homme était un grand voyageur et partout où il allait, il racontait ses histoires à tous ceux qu'il rencontrait. C'est comme ça que les contes ont fait le tour de la terre. C'est grâce à ce jeune homme, le premier qui les a partagés, et c'est grâce à sa mère, la mère des contes, elle qui a inventé les premières histoires du monde. Qu'elle soit remerciée, car sans elle, seuls les bâtons auraient la parole. Et nous ne serions pas là, en paix, rassemblés pour écouter des histoires, pour apporter un peu de lumière dans nos forêts intérieures et éclairer nos chemins. Là des mots, des masses de mots, là des mots, des petits, des gros, là des mots comme s'il en pleuvait. Y a des mots comme te quiero, y a des mots, c'est des couteaux que te matan en silencio. Mais pour les rêves qui me collent à la peau, y a pas de mots, y a pas de mots qui tiennent ni même celui-là. Y a des mots, des masses de mots, y a des mots, des petits, des gros. Y a des mots comme s'il en pleuvait. Ça vous intéresse pas? Vous écoutez pas, vous n'êtes pas obligé, hein, de respecter les autres.
Elle, la vieille, la très vieille. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est celle qui a une tignasse toute grise, entremêlée, pleine de brindilles, de bouts d'écorce, de feuilles mortes. Elle porte une longue robe noire jusqu'aux pieds, et ses pieds aussi sont chaussés de noir. Et là, juste sur le haut de son dos, elle porte une peau cousue avec des peaux de 1000 bêtes. Elle a le regard noir, noir comme la nuit noire, impénétrable. Aucune lumière n'y est présente. Et pourtant, elle, la très vieille, elle vit dans une cabane au fond des bois, loin du vacarme des hommes. Elle caquette, croasse, glapit, feule, hurle. Elle parle plus avec des sons d'animaux qu'avec des mots humains. Elle, la très vieille. On dit beaucoup de choses sur elle. Certains racontent qu'ils l'ont vue errer dans la forêt pendant des jours et des nuits, et même, paraît-il, qu'elle dansait nue sous la lune. D'autres racontent qu'elle est enterrée dans un puits, dans un village pas très loin d'ici. Il paraît qu'elle hante le bord des routes et qu'elle accompagne les voyageurs qui traversent le pays. On dit aussi qu'elle est chaque samedi au marché et qu'elle vend des peaux, des tissus, du cuir et des fagots aux formes étranges pour l'hiver. On dit beaucoup de choses sur elle. Elle porte bien des noms. Ce qu'on retient, ce sont la famoso, la ramasseuse et puis la Kessabé, celle qui sait. Mais c'est avant tout la très vieille. Elle n'accomplit qu'une seule tâche en vérité. Elle ramasse ce qui pourrait être perdu pour l'humanité. Et ce qu'elle ramasse, ce sont essentiellement des os. Des os d'animaux, de toutes sortes. Des cerfs, des chevreuils, des couleuvres, des vipères, des chats, des corneilles, des corbeaux, des crapauds, des grenouilles. Et puis, des os de loup. Oui, essentiellement des os de loup, car elle est la spécialiste des loups. Elle arpente chaque centimètre carré de campagne. Elle parcourt les monts, les montagnes, les berges des rivières. Elle inspecte tout. Et elle ramasse les os. Sa cabane en est plein. Et quand on en a beaucoup, alors elle fait le tri. Les os des animaux de toutes sortes d'un côté et ceux des loups de l'autre. Et quand elle estime qu'elle a assez d'os de loup, alors elle reconstitue son squelette. Elle place chaque os blanchi par le temps un à un sur le sol, devant elle. Et quand enfin la carcasse est complète, alors elle s'assoit. Et puis, elle réfléchit. Elle laisse venir. Elle allume un grand feu et elle laisse encore venir. Elle prend son temps. Elle a tout son temps en vérité. Elle laisse monter en elle le chant qui doit s'imposer. Et quand enfin le chant est arrivé, alors elle se lève. Elle se lève et elle tend ses bras noueux, ses mains noueuses, au-dessus de la carcasse du loup, la carcasse blanchie par le temps. Et elle se met à chanter. Un chant profond qui vient des entrailles. Elle chante et les os de la bête se recouvrent de chair, de peau et de fourrure aussi. Et la cage thoracique du loup commence à se soulever. Et la vieille chante encore, plus fort.
regard croise un instant celui de la vieille, et soudain, dans un souffle, elle bondit sur ses pattes et file dans la forêt. Et là, elle se met à courir, autant qu'elle peut. Et soudain, peut-être parce que un rayon de lune est venu caresser sa peau, ou peut-être parce que de l'eau fraîche est venue se faufiler entre ses griffes, ou encore qu'elle a senti le vent dans ses poils, la bête, en courant, se transforme et devient une femme qui court dans la forêt et qui se met à déployer un grand rire, un rire de joie, qui rebondit sur la forêt, sur chaque arbre, et qui se répand jusque dans le champ de la vieille. La femme court encore. Elle est heureuse, elle rit. Elle sait qu'elle a retrouvé son animalité, sa part sauvage. Elle rit. Elle sait qu'elle a retrouvé sa liberté. La traversée du désert est terminée. Elle a retrouvé sa source vive. Et elle sait que désormais, plus personne ne se mettra en travers de son chemin. Plus personne ne viendra à lui barrer la route. La liberté retrouvée l'est à jamais. Avec moi? Plus fort? On n'entend pas. Laissez sortir votre liberté. Merci. Jean est assis contre un arbre. Jean regarde le ciel. Autour de lui, le lino à carreaux noirs et blancs de sa cuisine. Il est troué de part et d'autre par d'autres branches d'arbres. En face de lui, le mur en ruine qui était la façade de sa maison. Plus de toit. Le ciel, en train de se faire grignoter par les montagnes qui se rapprochent. Jean est un enfant. Il ferme les yeux. Il se rappelle. Tout a commencé le jeudi de la rentrée scolaire, le 3 septembre. Ce jour-là, Jean redouble sa dernière année de primaire. Mais il ne doit pas être en retard. Mademoiselle Lagrange ne le tolérerait pas. Il faut qu'il se dépêche. En traversant la place du village,
Il a bien remarqué que le paysage avait un peu changé. Mais vous savez, c'est ce genre de choses que l'on voit, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Et il n'a pas le temps de s'attarder. Il va à l'école. Ce qu'il n'a pas vu, c'est que sur le monument aux morts, il y avait une fissure. Et les noms étaient légèrement décalés. Il est arrivé devant l'école, il a retrouvé ses camarades, Laurent et Eric. Ouf, la cloche n'avait pas encore sonné. La journée d'école, la première journée, s'est bien passée. Vendredi 4 septembre. Ce coup-ci, Petit Jean est très en retard. Encore pire que la veille. Et lorsqu'il traverse la place du village, il ne remarque pas que la fissure s'est agrandie. Elle traverse la route, prête à couper le village en deux parties. Mais il n'a pas le temps. Il est vraiment en retard. Et mademoiselle Lagrange va le respecter. Ce vendredi-là, dans ce village, les cloches de l'église ont sonné un peu plus longtemps que d'habitude. Et le seul à le remarquer, c'était monsieur le curé. Il est allé dans son église pour voir ce qui se passait, et il a vu cette fissure en plein milieu de l'allée centrale. Cela l'a un peu inquiété. Il s'est dit qu'il allait téléphoner au service. Ah, oui, mais on est vendredi. Et puis, peut-être que ça allait coûter encore beaucoup d'argent. La paroisse n'est pas très riche. Attendons le début de la semaine prochaine. Samedi 5 septembre. C'est la fête au village. Tous les premiers week-ends de septembre, c'est la fête au village. C'est une tradition. Depuis quelques années, la fête n'est plus ce qu'elle était avant. Beaucoup moins de monde. Mais cette année, monsieur le maire et le président du comité des fêtes ont décidé de frapper un grand coup. Ils organisent un feu d'artifice pour que tout le monde arrive, pour faire venir des gens du village et des environs. C'est sûr, ça va marcher. Tout est prêt sur cette plage, au bord de la rivière qui traverse ce si joli petit village. En face, il y a la rive avec les rochers et au-dessus le pont qui surplombe la rivière. Les gens s'installeront là, ils auront une vue imprenable sur le spectacle, c'est sûr. On mettra aussi des feux de Bengale pour qu'ils se reflètent dans l'eau. Oh, toutes les économies de la commune y sont passées, enfin presque, mais qu'à cela ne tienne. La journée s'est passée dans les festivités habituelles, mais ça n'a pas ramené le surplus de monde attendu, ça c'est sûr. 20h30, les gens commencent à arriver. Mais c'est qui tout le monde? J'étais sûre que ça allait marcher, dit monsieur le maire. Les gens arrivent, s'installent sur le pont. Les gens du village, les gens d'ailleurs. Il y a de plus en plus de monde. 21h25. Les gens se pressent sous le pont, ils sont au coude à coude. On s'appuie sur le parapet. Tout va commencer. Il y a tellement de monde qu'il y a même 4 personnes qui se sont mises sur les rochers en face de la plage. 21h30. Le feu d'artifice est tiré. Magnifique. Oh la belle rouge, oh la belle bleue, oh la belle verte. Oh, ce que c'est beau. Et regardez celle-ci, elle retombe comme un palmier doré. On se croirait en vacances. Et les feux de Bengale rouges qui se reflètent dans l'eau de la rivière. C'est magnifique, on entend des hauts, des ah, les jeunes, les vieux. Tout le monde regarde, les yeux ronds. Waouh, quel spectacle grandiose. Monsieur le maire n'est pas peu fier. Le président du comité des fêtes aussi. Il y a même mademoiselle Lagrange là, qui cette fois-ci ne respecte pas. Quel spectacle éblouissant. Et en plus, ça dure longtemps, jusque 22h. Fin du feu d'artifice, sous les applaudissements. C'est 30 secondes plus tard que le pont s'est écroulé. On dénombre 231 morts, de nombreux blessés.
Petit Jean est parmi les 4 personnes qui se sont réfugiées sur le rocher. Avec lui, il y a ses 2 amis, Laurent et Eric. Le 4e, il s'appelle Marc. Il avait voulu laisser ses parents un peu seuls ce soir-là. Résultat, c'est lui qui se retrouve seul. « 22h30. Les secours sont là, les pompiers, les ambulances. Les pompiers ne pourront pas reconstituer tous les corps. Seuls ceux restés suspendus aux barres du pont sont intacts. Pour le reste, il s'agit d'une bouillie de chair et de sang. Dimanche 6 septembre. Il y a plus de monde à la messe ce matin-là. On prie. Tout aurait pu bien se passer si l'église ne s'était pas écroulée ce dimanche-là, en plein milieu de la messe. On dénombre 41 morts qui s'ajoutent aux 231 de la veille, et d'autres blessés. Maudit. Maudit ce village. Ce village était-il maudit? Malédiction. Un si joli petit village. Qu'est-ce qui se passait? Était-il au centre d'une incompréhensible catastrophe? Mais d'où venait-elle? Personne n'y comprenait rien. Les scientifiques n'avaient décelé aucun mouvement sismique, rien. Pourquoi est-ce que les montagnes se sont mises à bouger? Pourquoi est-ce que la terre s'est mise à trembler? Mais qu'est-ce qui se passe? Un si joli petit village médiéval, si calme au printemps et en automne, mais si remuant et noir de monde en été et en hiver, par tous les touristes qui envahissaient ces lieux, celui aussi paisible d'ordinaire. Malédiction, malédiction. La vengeance naturelle avait enclenché son irrémédiable processus de mort. Oui. Mère Nature ne voulait pas se laisser faire. Ce si joli petit village devait payer ce qu'il devait à la nature pour avoir procédé à un tourisme exacerbé, pour avoir construit, détruit, sans respect, sans faire attention. Mais elle était là. Elle était là qui sommeillait, et elle se réveille. Et il fallait payer l'addition. Et elle était lourde, l'addition. Fini les sports de glisse, les sports d'eau vive, les rallyes de 4x4 ou autres motocross. Fini. Plus rien. Rien que le ciel. Mère Nature reprenait ses droits. Elle reprenait place dans le village. Et les plantes, les arbres, les lierres, les lianes envahissaient les maisons. Les maisons robustes, qui avaient passé des siècles et des siècles, se retrouvaient maintenant envahies. Le moindre orifice, le moindre trou se retrouvait plein d'herbes, d'arbres, de branches, de mousse. Et il y avait même des champignons sur les moquettes. Des arbres dans les cuisines qui trouaient les luneaux. Oui, et il fallait payer. Le village était coupé en deux. La fissure s'était élargie et était béante. Et elle avalait tout ce qu'elle pouvait. Il était coupé du reste de la vallée. Les montagnes s'étaient rapprochées. Elles formaient maintenant une immense muraille de plusieurs centaines de mètres de haut. Plus personne ne pouvait rentrer. Plus personne ne pouvait sortir de ce village. Ils n'étaient pas nombreux, ceux qui restaient là.
mais il savait qu'ils y resteraient. Jean était assis dans sa cuisine et il regardait. Il avait ouvert les yeux. Oui, elles s'étaient encore rapprochées, les montagnes. Oui. Elles grignotaient son ciel. Et bientôt, elles allaient former un dôme au-dessus de lui. Le couvercle de son cercueil. Jean a préféré fermer les yeux. Et une fois encore, il s'est remémoré les événements qui se sont passés ce jour-là, depuis la rentrée scolaire. Mangez sur l'herbe, dépêchez-vous, un jour ou l'autre, l'herbe mangera sur vous. Jacques Prévert. C'est important, l'émerveillement. Les étoiles dans les yeux d'enfants. C'est important. Il y avait autrefois une créature magique qui habitait dans la forêt. On l'appelait l'homme vert. C'était une sorte de dieu, ou un esprit des bois, ou bien un magicien, on ne savait pas très bien. Ce qu'on savait, c'est que c'était le gardien des oiseaux. On pouvait le rencontrer sur les chemins, au détour d'un sentier, assis dans un arbre sur une branche. Ou alors, il apparaissait aussi dans les ruines du vieux château, sur le rocher au-dessus du village. Quand on avait la chance de le rencontrer, il parlait avec vous. On avait l'impression qu'il connaissait tous les gens du pays. Et après quelques mots, il repartait comme il était venu. Bien sûr, la plupart des gens au village ne croyaient pas à l'homme vert. Ils disaient que c'était un conte, une légende, des histoires pour les enfants. Ce n'était rien qu'une imagination. Ils disaient ça parce qu'ils ne l'avaient jamais rencontré. Mais ceux qui avaient eu la chance de le voir, ceux qui avaient eu la chance de croiser son chemin, en étaient changés à jamais. Ils gardaient de leur rencontre avec l'homme vert un souvenir impérissable, une émotion toute chaude. C'était comme si l'homme vert était toujours là, à côté d'eux, et qu'il pouvait réapparaître à tout moment. Et ils avaient dans les yeux une lumière que les autres n'avaient pas. Parmi ceux qui avaient rencontré l'homme vert, il y avait le père Cazot. Le père Cazot, c'était un vieil homme, il habitait tout seul dans sa maison. C'était un vieux papy qui s'occupait de son jardin sans embêter les voisins. Le père Cazot, c'était un taiseux. Les mots, c'était pas son truc. Mais il savait siffler. Ça oui, il savait siffler. Et le père Cazot avait rencontré l'homme vert 2 fois. La première fois, il venait tout juste d'avoir 10 ans. Et ce jour-là, il était parti dans la forêt avec son père. Ils s'étaient promenés tous les deux. Ils avaient arpenté les sentiers et puis ils avaient pris le petit chemin qui montait vers les ruines du château. Ils avaient longé les vieux murs de pierre et ils s'étaient arrêtés sur le rocher. La vallée s'étendait jusqu'à l'horizon. C'était magnifique. En contrebas, il y avait le village avec les toits, les cheminées. Quand tout à coup, le père a poussé un cri. « Regarde !» Le petit Cazot a tourné la tête. Et là-haut, tout en haut de la tour de pierre, assis avec les jambes dans le vide, comme assis au bord du monde, il y avait l'homme vert. Il était là, entouré par un nuage d'oiseaux qui tourbillonnaient, qui volaient autour de lui. Alors le père a dit « Bonjour, l'homme vert ». Et le petit Cazot, tout intimidé, a fait comme son père. Il a dit lui aussi « Bonjour, l'homme vert ». Le magicien s'est penché, il les a regardés, il a dit « Ah,
Bonjour, Caso. Et bonjour, petit Caso. Belle journée, hein? Belle journée, a dit le père. Puis il a pris la main du fils et il l'a emmené pour redescendre. Et le petit Caso, il était tout chose. Il en revenait pas, il tremblait des pieds jusqu'à la tête. Il sentait une chaleur dans tout son corps, il devait être rouge comme une tomate. Il venait de voir le magicien de ses yeux vus. Et il marchait là en tenant la main de son père sans oser se retourner. Il a fait une dizaine de pas, une vingtaine, et puis là, il n'a pas pu résister. Il a regardé par-dessus son épaule. Et en haut de la tour, l'homme vert avait disparu. En haut de la tour, il n'y avait plus personne. Ce soir-là, le petit Caso a eu bien du mal à s'endormir. Et puis, pendant toute la nuit, il a tourné d'un côté, de l'autre, il a rêvé de l'homme vert dans son nuage d'oiseaux. Et le matin, le gamin est retourné sur le rocher. Il s'est arrêté au pied de la tour, et il a attendu toute la journée. Quand le soir est venu, l'homme vert ne s'était pas montré. Alors le gamin est redescendu chez lui, et puis il est revenu le jour d'après. Et puis le jour d'après. Tous les jours, pendant un mois, tout l'été, le petit Caso est monté dans les ruines du château. Il s'est installé au pied de la tour et il a attendu. Et chaque soir, il rentrait sans succès. Et puis vers la fin de l'été, c'était un jour de canicule, il faisait une chaleur incroyable. Il faisait tellement chaud que le petit Caso s'était mis à l'abri de la muraille, à l'ombre. Il s'était installé sur l'herbe jaunie et il s'était endormi. Et c'est le tonnerre qui l'a réveillé. Quand il a ouvert les yeux, de gros nuages noirs surplombaient tout le ciel, toute la vallée. Et puis ça a craqué et la pluie s'est mise à tomber. Des gouttes énormes, les éclairs déchiraient le ciel. Le vent tourbillonnait et le tonnerre grondait, roulait, faisait trembler la terre. Et le petit Caso, lui, il a sauté sur ses pieds. Et il s'est mis à bondir, à crier, à chanter. Il tapait dans ses mains. Il avait l'impression d'être le chef d'orchestre de cette tempête effrontée. Et puis tout à coup, l'orage s'est arrêté, comme il avait commencé. Et le gamin a été ruisselant, il dégoulinait. Un vent léger a dispersé les nuages. Et voilà que le petit Caso a entendu du bruit au-dessus de lui. Tout en haut de la tour, assis avec les jambes dans le vide, comme assis au bord du monde, l'homme vert était là. Penché vers lui, il le regardait. « Bonjour, petit Caso. » Le gamin, il s'est mis à trembler, il trouvait plus ses mots, il savait pas quoi dire, et puis il a quand même réussi à dire « Bonjour, l'homme vert. » Dis donc, petit Caso, t'es un obstiné, toi. Ça fait un petit moment que tu me cherches. Bon. Voilà, tu m'as trouvé, alors tu peux me demander ce que tu veux. Petit Caso, il sentait son cœur qui battait à tout rompre dans sa poitrine, mais lui, il voulait rien. La seule chose qu'il avait voulu, c'était revoir l'homme vert encore une fois. Mais le magicien était là, assis en haut de la tour, il attendait. Il fallait bien que le gamin trouve quelque chose, alors il a dit la première chose qui lui est passée par la tête. « Homme vert, ce que je voudrais, c'est que vous me donniez un merle, un beau, un qui siffle bien. » Petit Caso, je ne donne pas mes bêtes, je ne les vends pas non plus, elles sont libres. Si tu veux un merle, un beau, un qui siffle bien, il faudra que tu l'attrapes, que tu l'apprivoises. Mais dépêche-toi de rentrer, gamin, ta mère va s'inquiéter. Et à ce moment-là, le petit Caso a ressuyé des gouttes qui dégoulinaient sur son front. Et quand il a retiré la main, le magicien avait disparu. Alors l'homme vert n'était plus là et le gamin est parti en courant. Il a couru, il a dévalé le rocher, il a couru sur le sentier, il est arrivé au village, il a traversé la rue, il a poussé la porte, il a poussé un cri et il a raconté son histoire à sa mère, à son père, à son grand frère, à toutes ses sœurs. Et tout le monde l'a cru. Parce qu'à partir de ce moment-là, les oiseaux sont devenus ses amis. Ils n'avaient plus peur de lui. Il se posait sur ses épaules, sur sa tête. Il venait même manger dans sa main. Et c'est comme ça que le petit Caso a apprivoisé un merle. Un beau, un qui sifflait bien. Et puis le temps a passé. Le petit Caso a vieilli, il est devenu le père Caso.
ce vieil homme qui vit tout seul dans sa maison, ce vieux papy qui s'occupe de son jardin sans embêter les voisins. Quant à l'homme vert, ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas vu dans le pays. Mais si vous passez par là, demandez au père Cazot. Demandez pourquoi on ne voit plus l'homme vert. Alors le vieil homme vous dira que c'est tout simplement la faute des hommes. Ils sont trop distraits, trop occupés à des bêtises, trop myopes pour voir l'homme vert quand il est là, juste à côté. Et après un temps, et avec une drôle de lumière dans le regard, le père Cazot ajoutera « Tant pis pour eux ». Oui. Tant pis pour eux. C'est tout ce qu'il dira, le père Cazot. C'est un taiseux. Les mots, c'est pas son truc. Mais il s'est sifflé. Ça oui. Il s'est sifflé. Comme un maire. Je suis un aigle, je vole très haut. Je suis serpent, je rampe très bas. Je suis un vieil homme, je suis un enfant. Je suis un sorcier, un magicien. Je suis un colporteur sur la route des merveilles, guidé par les rêves dans la nuit. Les contes et les légendes vont nous éclairer et même nous apporter la magie. Le chant d'un oiseau au fond de la voix, sur les ailes des mots, il était une fois. C'est important l'émerveillement. Si vous aussi, vous voulez voir l'homme vert, arrêtez-vous. Arrêtez de courir. Arrêtez de chercher. Il est là, juste à côté. Et si jamais ça suffit pas, racontez cette histoire et vous pourrez sentir l'aile du magicien se poser sur votre âme.
la loba, la louve, la femme sauvage qui courait dans les bois. Vous vous en souvenez? Oui? Oui. Eh bien, elle a couru pendant longtemps, longtemps, sans s'arrêter, et en riant à gorge déployée. Et puis, un beau jour, elle a eu besoin de se poser. Alors, elle s'est posée au pied d'un chêne. Là, elle s'est posée et elle s'est reposée. Elle a repris son souffle. Elle s'est mise à rêver à sa vie. Soudain, un chat est sorti de nulle part. Il est venu se frôler ses jambes, pour se frôler contre elle, comme font les chats, en miaulant. Et elle l'a regardé, et elle l'a caressé. Et le chat s'est mis à ronronner, et puis à sauter sur ses genoux. Alors elle a continué de le caresser, le câliner, le cajoler. Et puis le chat, eh bien, il s'est levé sur son ventre, en ronronnant très très fort. Et dans un élan, la louve, la loba, elle l'a embrassé. C'était bon d'avoir un peu de chaleur. Et à ce moment-là, le chat s'est transformé en un homme. Et oui, un homme. Un homme au regard charmeur, un homme charmant. La loba, la femme sauvage, s'est laissée charmer. Et oui, on a beau être femme sauvage, on a un cœur qui bat. Ils se sont regardés un bon moment et puis est arrivé ce qui devait arriver. Ils se sont unis. Et là, je vous laisse imaginer. Apparemment, il y a des choses à voir. Le silence. Et puis, au bout de plusieurs jours et de plusieurs nuits, à force de vivre d'amour et d'eau fraîche, un beau matin, la loba s'est réveillée et elle avait les crocs, si je puis dire. Elle avait grand faim. Alors l'homme s'est levé et a voulu la contenter à nouveau. Il a cherché autour de lui une branche qui serait tombée à terre. Et puis quand il l'a trouvée juste là, il l'a ramassée, et cette branche de chêne qui traînait, il l'a levée, il a regardé la femme et il a frappé le sol avec. Et aussitôt, la terre s'est mise à frissonner, tressaillir et à trembler. Et les racines du chêne se sont écartées. Et la terre s'est ouverte pour laisser apparaître une brebis. Oui, une brebis toute blanche et bien dodue. Oh, quand l'homme, mais non, on s'y attend pas, c'est évident, mais non. Et quand l'homme l'a vue, il a regardé la loba, la femme sauvage, avec un grand sourire et lui a dit, tu vois cette brebis? Eh bien, elle va nous apporter de la viande pour l'hiver et aussi des vêtements chauds. Il faudra que tu en prennes bien soin, tu m'entends? Et puis il s'est tourné pour s'en occuper. Mais la loba, elle, la louve, n'en avait rien à faire, rien. Elle n'avait rien à faire non plus de ce que l'homme lui disait, elle n'en ferait de toute façon qu'à sa tête. Non, elle, ce qui l'intéressait, c'était la baguette. La baguette qu'il avait oubliée sur le sol. C'était une puissante magie. Alors, pendant que l'homme s'occupait de la brebis, eh bien, elle a rampé à terre, elle s'est saisie de la baguette et elle a voulu l'essayer, elle aussi. Elle l'a soulevée et puis elle a frappé le sol avec. Et aussitôt, la terre s'est mise à frissonner, à tressaillir, à trembler. Les racines du chêne se sont écartées et la terre s'est ouverte pour laisser apparaître... Pas du tout, voyons. Un loup. Eh oui, bien évidemment, un loup. Un loup aux yeux dorés, au pelage gris. Un loup qui avait de grandes babines sur des peaux qui transpiraient. La femme et lui se sont regardés. Ils se sont tout de suite reconnus. Et puis le loup a tout de suite repéré la brebis. Eh oui, forcément. Alors il a bondi dessus, il a resserré ses puissantes mâchoires sur elle et il l'a emportée tout droit vers la forêt. En voyant ça, l'homme s'est retourné. Il a arraché la baguette des mains de la loba. Il l'a brandie au-dessus de lui, prêt à l'abattre sur elle, mais il a retenu son geste.
et dans un mouvement de colère, il a frappé le sol. Là, la terre s'est mise à trembler, à frissonner, à tressaillir, et les racines du grand chêne se sont écartées à nouveau pour laisser apparaître, vous avez deviné? Non? Non? Un chien. Le meilleur ami de l'homme, voyons, le plus fidèle qu'il soit. Et quand le chien a vu son maître, il s'est mis à remuer la queue et à aboyer forcément. Et oui, et l'homme a tendu le doigt vers la forêt et le chien a filé tout droit. Il a coursé le loup qui avait déjà dévoré la moitié de la brebis, bien évidemment. Quand il a vu le chien arriver, ça l'a presque fait sourire. Il lui a laissé ce qu'il restait et puis il est parti dans les bois. Il n'avait pas envie de se battre avec cet animal-là. Il avait bien d'autres choses à faire. Le chien a saisi la carcasse de la brebis et l'a ramenée à son maître. Et le maître l'a flatté, l'a caressé. Et pendant ce temps-là, la loba, elle, regardait toujours ce qui l'intéressait le plus. Vous avez deviné? Eh oui, la baguette. Elle a glissé doucement sur le sol pendant que l'homme s'occupait du chien. Elle s'en est saisie et, presque imperceptiblement, elle a frappé le sol. Et aussitôt, la terre s'est mise à frissonner, à tressaillir et à trembler. Les racines du chêne se sont... Eh oui, et bientôt la terre s'est ouverte pour laisser apparaître... Ah ah, qu'est-ce que ça va être cette fois? Un renard rusé au pelage roux. Là aussi, leurs regards se sont croisés, ils se sont tout de suite reconnus, mais l'animal n'a pas attendu que l'homme se retourne. Non, non, il a filé tout droit vers la forêt. Il a retrouvé son frère, le loup. Museau gourmand et dents pointues, ces deux-là étaient de la même famille, je peux vous l'assurer. Quant à la femme, elle n'a pas attendu non plus que l'homme se retourne. Non, non. Elle a bondi sur ses pieds et elle a filé tout droit vers la forêt, rejoindre ses frères, le loup et le renard. Ils étaient de la même famille, des animaux sauvages qu'on n'attrape pas, qu'on ne dompte pas, car il n'était pas encore né celui qui lui prendrait sa liberté. Il y a quelque temps, de l'autre côté de la terre, est née une petite fille. Une petite fille bien mignonne, bien gentille. Une petite fille qui a grandi entourée de l'amour de sa famille et des histoires de ses grands-parents. Oui, elle aimait les histoires. Et en grandissant, eh bien, les gens du village se sont aperçus qu'elle était amoureuse des histoires. Alors, ils ont fouillé dans leur mémoire et ils lui ont raconté toutes sortes d'histoires, des tristes, des gaies, des grandes, des petites, des courtes, des histoires de nature, des histoires d'animaux, des histoires d'hommes, des histoires de terre, toutes sortes d'histoires. C'est devenu une belle jeune fille. Une belle jeune fille qui s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais qu'une chose, raconter des histoires. Eh bien, je vais raconter des histoires. Oui, mais à qui?
Alors elle est sortie ce jour-là dans son village et elle s'est aperçue que les gens de ce village, qui la connaissaient, la saluaient, lui souriaient, lui disaient bonjour, mais que ceux qui ne la connaissaient pas et ceux qui ne se connaissaient pas ne se souriaient pas, ne se saluaient pas. Elle se dit, là, il y a peut-être un truc à faire. Alors elle s'est mise sur la place du village, il y avait un arbre, il y avait un banc. Elle a monté sur le banc et elle a raconté une histoire. Les gens étaient intrigués, ils se sont arrêtés, ils se sont écoutés. Puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et puis elle a raconté comme ça toute l'après-midi. À la fin de la journée, il y avait de plus en plus de monde, forcément. Il y en a un qui écoute, il y en a 3 qui viennent. Puis les gens se sont parlé, ils se sont regardés. Et le lendemain, dans la rue, eh bien, tous les gens se saluaient, se souriaient. Ça avait marché. Oh ben, si ça marche ici, ça peut marcher ailleurs, se dit la jeune femme. Voilà ce que je vais faire. Je vais partir sur les chemins du monde, je vais traverser les villages et je vais rendre les gens heureux. C'est ce qu'elle a fait. Elle est partie. Elle a traversé des villages, les gens ne se saluaient pas. Elle se mettait sur la place du village, il y avait toujours un banc, il y avait toujours quelque chose sur lequel elle pouvait monter. Elle racontait des histoires et ça marchait. Parfois, ça marchait rapidement. Parfois, ça prenait un peu plus de temps. Ça dépendait de la taille du village et de la taille de la ville. Et ça a continué des années. Puis un jour, elle est arrivée dans une grande ville, mais vraiment une très grande ville. Là où il y a beaucoup de gris, pas beaucoup de vert, pas beaucoup d'arbres. Là, elle s'est trouvée dans un autre monde, où les murs étaient grands et gris, où les gens, non seulement ne se parlaient pas, mais ne se regardaient pas. Ils avaient la tête baissée et regardaient le gris des trottoirs. Elle a cherché. Elle a trouvé un jardin public, un parc. Avec un kiosque à l'abandon. Mais elle s'est dit qu'il y avait quand même de l'espoir, parce que s'il y avait eu un kiosque là, c'est qu'il y avait eu des concerts, des musiciens, des gens qui s'étaient parlé. Donc peut-être que même dans cette ville-là, il y avait quelque chose à faire. Un peu plus loin, il y avait des arbres, quelques-uns, et puis un bac où jouaient des enfants dans le sable, et un banc. Elle a choisi un arbre assez gros qui lui rappelait celui de son village. Elle se dit qu'elle aurait besoin de beaucoup d'énergie, de beaucoup de souvenirs pour raconter ici, parce que ça allait être dur, et ça allait durer très longtemps. Alors elle est montée sur le banc, qui était près de l'arbre, et elle a raconté. Évidemment, au début, il n'y avait pas grand monde. Et puis, petit à petit, il y en a qui étaient intrigués. Ces gens sont curieux quand même. Ils l'ont vu raconter, ils se sont approchés, ils ont écouté une histoire comme ça. 2. Puis d'autres sont arrivés, puis d'autres encore, et ils l'ont écouté. Et le lendemain, il y avait encore plus de monde. Et le surlendemain, encore plus. Bon, ça marche. Je continue. Et les jours passaient, mais là, les gens, il y en avait de moins en moins. Qu'est-ce que c'est que cette folle? Qu'est-ce qu'elle raconte? On ne comprend rien. De quoi elle parle? Et puis bientôt, il n'y avait plus personne. Oh, s'il y avait encore des gens qui traversaient le parc, alors de temps en temps, ils écoutaient d'une oreille distraite. Ou alors, il y avait des enfants qui voulaient s'arrêter. Ah, moi, je veux écouter les histoires de la dame. Mais non, on n'a pas le temps, allez, viens. Et hop, ils repartaient. Même les enfants qui jouaient dans le bac à sable n'écoutaient pas. Enfin, c'est ce qu'il semblait. Mais elle s'est dit qu'elle ne savait rien faire d'autre. Alors elle a continué à raconter, même si personne ne s'arrêtait plus. Elle racontait. Elle racontait pour les arbres, elle racontait pour le ciel, elle racontait pour les oiseaux qui venaient dans l'arbre, elle racontait pour les fleurs de ce massif-là. Car oui, parce que le parc a rétréci. La ville grise l'a envahi. La ville grise a délimité le parc à un mouchoir de poche. Il n'y avait plus qu'un petit massif de fleurs au milieu d'un carré de pelouse. Son arbre, le bac à sable et un banc. Alors,
Un jour, elle se mise à fermer les yeux et à raconter les yeux fermés. Ah ouais, c'était bien les yeux fermés. C'était bien aussi, peu importe s'il y avait des personnes qui écoutaient ou pas, elle racontait pour tout ce qui l'entourait, et puis pour elle-même aussi. Elle ne savait rien faire d'autre, alors elle racontait des histoires au vent, des histoires au soleil couchant, des histoires. Et un jour qu'elle racontait les yeux fermés sur son banc, elle a senti que quelqu'un la tirait par la robe. Elle a ouvert les yeux. Il y avait là un enfant. Qu'est-ce que tu veux, petit? Pourquoi est-ce que tu racontes, dis? Ah je raconte parce que parce que je veux rendre les gens heureux. Enfin, c'est ce que je voulais. Mais enfin, t'es un peu folle, hein, toi. Parce que tu vois bien que les gens, il y en a pas, ils t'écoutent pas. Ah ouais, c'est vrai. Alors, pourquoi tu continues? Ah ben, je continue parce qu'il y a bien longtemps, tu sais, moi, je voulais changer le monde. Et aujourd'hui, je continue parce que je voudrais bien que le monde, lui, ne me change pas. Ouais, c'est pour ça. Alors, le petit garçon est parti dans le bac à sable. Il a pris sa pelle et son seau rouge. Il a joué. Mais dans l'arbre, là, il y avait un oiseau qui avait tout vu. Il est allé se poser sur l'épaule du petit garçon. Il lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Le garçon a jeté sa pelle et son seau. Il est allé voir ses camarades un peu plus loin et il leur a raconté une histoire. Alors l'oiseau a chanté. Et il s'est envolé haut, haut dans le ciel. Il a survolé la terre jusqu'à la prochaine ville grise. Jusqu'à ce qu'il voie un petit carré vert, un parc. Alors il a plongé en piqué. Il y avait un arbre, un banc, un bac à sable où des enfants jouaient. Il s'est posé sur l'épaule d'un garçon qui jouait avec un seau et une pelle rouge. Il lui a murmuré quelque chose à l'oreille. L'enfant a jeté sa pelle et son seau. Il est allé voir ses camarades et il leur a raconté une histoire. L'oiseau a chanté. Et il s'est envolé haut, haut, haut dans le ciel et il a survolé la terre jusqu'à une ville grise avec un carré vert. Il a plongé en piqué, un parc, un arbre, un banc, un bac à sable où jouaient des enfants. Il s'est posé sur l'épaule d'un petit garçon. Et l'enfant s'est levé, il est allé raconter à ses camarades. Alors l'oiseau a chanté. Et il s'est envolé haut, haut, haut dans le ciel. Il a survolé la terre jusqu'à une ville grise, jusqu'à ce qu'il voie un carré vert. Il a plongé en piqué, c'était un parc. Un arbre, un banc. Les enfants jouaient dans le bac à sable. Il s'est posé sur l'épaule d'un petit garçon. Il a murmuré quelque chose. L'enfant s'est levé et il est allé raconter à ses camarades. Et il s'est envolé haut, haut dans le ciel. Jusqu'à la prochaine ville. Il a plongé en piqué.
Si on se quittait en chanson, Valérie vous a fait chanter tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait... Bon, ça va être une chanson plus simple, hein, c'est une chanson à réponse. Il suffit tout simplement de répéter ce que je vais dire. C'est moi qui vais la donner. Bon, le tambour, là, il est tout humide, donc utilisez le rythme comme ça. C'est une chanson qui fait comme ça. Dans le ciel, il y a... Je crois que je commence avec un chiffre trop important. Je dis 5. Dans le ciel, il y a 5 étoiles plus petites que la main. Dans le ciel, il y a 5 étoiles plus petites que la main. On dit qu'elles sont bien plus belles que les cailloux du chemin. On dit qu'elles sont bien plus belles que les cailloux du chemin. Tourne la 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 la, comme le vent dans les feuilles. Tourne la 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 la, la plus belle dansera à vous. Tourne La 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 la, comme le vent dans les feuilles. Tourne la 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 la, comme le dansera. Dans le ciel, il y a 4 étoiles plus petites que la main. Dans le ciel, il y a 4 étoiles plus petites que la main. On dit qu'elles sont bien plus belles que les cailloux du chemin. On dit qu'elles sont bien plus belles que les cailloux du chemin. Tournera la 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 la, comme le vent dans les feuilles. Tournera la 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 la, la plus belle dansera. Tournera la 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 la, Comme le vent dans les feuilles. Tournera la 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 la, comme une belle dansera. Dans le ciel, il y a 3 étoiles plus petites que la main. Dans le ciel, il y a 3 étoiles plus petites que la main. On dit qu'elles sont bien plus belles que les cailloux du chemin. On dit qu'elles sont bien plus belles que les cailloux du chemin. Tournera la 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 la, comme le vent dans les feuilles. Tournera la 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 la, la plus belle dansera. Tournera la 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 la, comme le vent dans les feuilles. Tournera la 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 la, comme une belle dansera. Dans le ciel, il y a 2 étoiles plus petites que ma main. Dans le ciel, il y a des étoiles plus petites que la main. On dit qu'elles sont bien plus belles que les cailloux du chemin. On dit qu'elles sont bien plus belles que les cailloux du chemin. Tournera la 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 la, comme le vent dans les feuilles. Tournera la 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 la, la plus belle dansera. Tournera la 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 la, comme le vent dans les feuilles. Tournera la 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 la, la plus belle dansera. Dans le ciel, il y a une étoile plus petite que ma main. Dans le ciel, il y a une étoile plus petite que ma main. On dit qu'elle est bien plus belle que les cailloux du chemin. On dit qu'elle est bien plus belle que les cailloux du chemin. Tournera la 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 la, comme le vent dans les feuilles. Tournera la 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 la, la plus belle dansera. Tournera la la la, comme le vent dans les feuilles. Tournera la la la, la plus belle dansera. Tournera la 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 la, comme Le vent dans les feuilles. Tournera la 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 la, la plus belle dansera. La chorale de la poète la portière. Merci à vous. Prenez le temps, hein, prenez le temps. Merci au musée Jean-Marie Pell de nous avoir accueillis ici. Et à Et à Sylvie en Sylvie en particulier. particulier, au service technique.